Bonjour. Allô, allô, الو صباح الخير. Akhir. Je ne sais pas si vos collègues vont assister ou pas, donc je vous attends depuis presque 10 minutes. Vous avez une information sur ça? لحظة برك نشوف. أخير. صباح الخير. Bonjour. Bonjour, Bonjour, monsieur. bonjour. Je ne sais pas si vos collègues vont venir ou bien je démarre. Je vous entends, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une information par rapport à vos collègues, s'ils vont assister ou bien j'entame la séance? والله ما عنديش فكرة monsieur. Juste نعرف زميلتي واحدة برك elle est en train de ramener ses enfants de l'activité donc قالت لي هاني نزرب فمش ما نخلط mais الآخرين الحق je ne sais pas. Bien, donc Anna, je vais démarrer. Tant pis pour les absents. Donc, je vous informe déjà que pour ceux qui n'ont pas passé le DS l'autre fois, ils auront une session de rattrapage, Inch'Allah, ce mercredi. Le DS sera accessible à partir de 20h jusqu'à 23h55. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu passer le DS, donc sont invités à une session de rattrapage qui aura lieu, si tout va bien, le mercredi 20 novembre. Donc, je vais commencer le partage de l'écran. Je vais réserver évidemment cette séance à la présentation de la dernière partie de notre cours,
Et évidemment, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu déjà, vous pouvez déjà commencer par poser vos questions en attendant vos collègues. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent? Allô? Oui, monsieur, نسمع فيك. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux parties antérieures? بارابور الكور نو، اما كانت تنجم انا بعثت لك على الفوروم، كانت تنجم تعطينا دي زيكزرسيس كوريجي، خاطر تحس كان بالبراتيك تنجم تستانس بالخدمه. Oui, mais les exercices sont déjà à votre disposition. Vous avez carrément des examens qui sont juste à la fin de l'espace de cours. Si vous descendez donc juste en bas, vous allez trouver exactement presque dans 10 examens ou plus que 10 examens qui synthétisent un petit peu toutes les parties du cours. Donc, هذوما sont largement, je pense que sont largement suffisants pour la maîtrise des concepts qui sont avancés au niveau de ce cours. Euh, euh, Est-ce que cette réponse vous convient? وي يعطيك الصحه. عشريتهم انت قبل هذم لي بارتي ولا هذه لسه؟ وريت نتاع السيري هي الفارغه هذاك، علاش قلت لك جست aussi les faire. ما فما حاط انت روبريك سيري كوريجي، بحث الاكزامان كوريجي. هما réellement il y a d'autres séries هما هذوما les séries corrigées هذم الكل. Donc je vais l'ouvrir au fur et à mesure من بعد إن شاء الله. Donc vous allez avoir l'accès à ces différentes activités. Je vais les mettre à votre disposition pour que vous puissiez par la suite, il y a 3 séries exactement. Je vais les mettre à votre disposition pour avoir plus de clarification par rapport à ce cours. Donc, je vais entamer la présentation de cette partie. La présentation actuelle, ou bien ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, traite du comportement du producteur. Donc, en fait, si on parle du producteur, il y a deux raisonnements à faire, ou bien il y a une petite distinction à apporter, c'est par rapport à la notion du court terme et la notion du long terme. Qu'appelle-t-on court terme et qu'appelle-t-on long terme pour le producteur? Donc, ça, c'est ce qu'il faut mentionner au départ du cours, bien au départ de cette partie. Je ne sais pas pourquoi mon stylo ne marche pas, donc je vais essayer de voir ça. Juste une minute, s'il vous plaît. Ah, c'est bon. Le stylo ne marche pas. Bref, donc je vais essayer d'utiliser la souris. Donc, en fait, la distinction qu'on peut avoir au niveau... ça, c'est la partie. Vous recevez l'écran, bien évidemment. Allô? Oui, monsieur. Juste une minute, s'il vous plaît. J'ai un problème d'ordre technique. Je vais arrêter le partage. Donc, j'ai un problème de stylet. Allez, donc je vais utiliser autre chose. Donc,
malheureusement. Donc, vous recevez maintenant l'écran, hein. Oui ou non? Allô? Oui, oui. Bien. Donc, en fait, on parle de la notion de... lorsqu'on traite du producteur, il faut distinguer en fait deux éléments. Le premier élément concerne la notion du court terme et la deuxième concerne la notion du long terme. Quelle est en fait la différence entre les deux? C'est que à court terme, lorsqu'on traite du raisonnement du court terme, nous allons considérer que le producteur va faire face seulement à un seul facteur de production et non pas deux facteurs de production qui seront variables, c'est-à-dire la différence entre le court terme et le long terme. À court terme, on aura un facteur de production variable, l'autre facteur est supposé fixe. Lorsqu'on traite du long terme, les deux facteurs de production sont considérés comme étant variables. Donc ça, c'est la différence entre le raisonnement du court terme et le long terme. Au niveau de ce cours-là, on traite souvent de la fonction de production. Donc, qu'appelle-t-on une fonction de production? C'est en fait, c'est le fait de considérer, par exemple, une entreprise. On aura du capital, donc on va noter toujours le capital par grand K. Donc, si vous trouvez toujours le grand K, ça veut dire capital. Et le travail, nous allons le noter par grand L. Donc, ça sera les unités de travail. Donc, une fonction de production, en fait, c'est le fait de relier le capital et le travail afin de produire un produit fini. Donc, avec Q, c'est la quantité en termes d'unités d'une fonction de production qui utilise du capital et du travail. Donc, ceci nous permet en fait d'indiquer que la production, en fait, c'est la quantité la plus élevée ou bien la quantité maximale qu'on peut produire si on utilise des facteurs comme de production, en particulier le capital et le travail. Évidemment, les facteurs de production ne s'arrêtent pas seulement au niveau du capital au travail, mais par abstraction, on fait, ou bien on met tout ce qui est autre que le travail dans le capital et on garde simplement le travail, c'est-à-dire dans une entreprise qui dispose de machines, qui dispose du matériel, qui dispose aussi d'ouvriers, qui dispose de plusieurs matières premières. Si on fait abstraction du travail, ou bien on écarte les travailleurs, tout ce qui reste dans l'entreprise sera considéré comme capital. Donc ça, c'est le raisonnement au niveau de la microéconomie. Donc on distingue les facteurs de production de deux manières, le travail, c'est-à-dire de la main-d'œuvre, et le capital, c'est-à-dire tout ce qui reste autre que le travail. Il faut savoir que cette fonction de production est une fonction croissante en fonction de ces facteurs de production, c'est-à-dire plus le travail augmente, plus la production augmente, et aussi pour le capital. Si on augmente le capital, la fonction de production augmente aussi. Donc, on parle souvent des fonctions coupe de glace. Coupe de glace, en fait, ce sont deux économistes qui ont essayé de matérialiser la fonction de production de la façon suivante, en faisant la quantité produite qui sera égale à un scalaire que nous allons appeler lambda, multiplié par le capital à la puissance A, multiplié par le travail à la puissance B. Avec lambda A et B sont toujours des nombres positifs. En fait, cette fonction, c'est une fonction typique à coupe de glace. C'est une fonction spécifique que nous allons utiliser tout au long de ce cours. Exemple de cette fonction, par exemple, on peut noter Q égale à 20, K à la puissance, par exemple, 1, et L à la puissance 1, par exemple. Donc ça, c'est une fonction dite du type coupe de glace. Le jour de l'examen, par exemple, vous n'allez pas
vous n'allez pas en quelque sorte entrer dans les détails de cette fonction, simplement on vous donne la fonction et par la suite vous allez l'utiliser pour déterminer soit l'équilibre du producteur, soit la productivité marginale ou bien la productivité moyenne, qui sont des concepts que nous allons définir au niveau de cette séance. Donc, si on garde ou bien si on maintient le capital comme étant un facteur fixe, c'est-à-dire par exemple K0, on aura la fonction de production devient Q égale lambda fois K0 exposant A fois L exposant B. Donc, ceci, en fait, si je prends notre cas de cette fonction, donc on aura, par exemple, si on suppose que K égale une unité, donc on aura Q qui est égal à 20 fois 1 exposant 1 fois L exposant 1. Donc, du coup, notre fonction devient alors Q égale à 20 multiplié par L exposant 1. Donc, cette fonction, en fait, n'est autre que la fonction de coupe de glace à court terme. Pourquoi à court terme? Parce qu'elle dépend seulement du travail. Donc, le jour de l'examen, si on vous dit que le capital est fixe, ou bien le capital est égal à une constante, qui est égale par exemple K0, ou bien une valeur chiffrée, donc alors là, on raisonne à court terme. Par contre, si on maintient le capital comme étant variable, donc pour cette fonction par exemple, pour cette fonction, il s'agit d'une fonction de coupe de glace à long terme. Les fonctions coupe de glace à court terme sont des fonctions qui dépendent seulement du facteur travail. Donc, tout au long de ce chapitre, nous allons simplement raisonner en termes des fonctions coupe de glace à court terme, c'est-à-dire qui dépendent seulement du facteur travail. Donc, si on essaie en quelque sorte de représenter cette fonction coupe de glace, nous allons avoir une fonction qui dépend du travail et qui est représentée par la relation entre la quantité produite et le travail. Donc, nous allons admettre que cette fonction a cette forme. Donc, c'est une fonction, par exemple, Q, qui est égale à F de la variable L ou bien F de la quantité de travail. Donc, en fait, cette fonction, qu'est-ce qu'elle décrit? Donc, bien, toute cette zone-là représente toutes les possibilités de production. Donc, ceci est donc l'aire comprise entre la courbe de production et l'axe des abscisses correspond à l'ensemble des combinaisons techniques réalisables qui vérifie l'hypothèse maximale et de l'efficacité de production. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité maximale et la capacité de production? C'est que si j'ai un facteur de travail, par exemple, qui est égal à 10 ouvriers, donc au maximum, je peux produire cette valeur qui est représentée sur cette courbe. Par exemple, là, je vais dire que je vais représenter, ou bien je vais avoir 1000 unités de facteurs de production. Mais si je vais utiliser d'une façon moins efficace ou bien d'une façon non optimale les facteurs de production, je peux par exemple produire à ce niveau-là, comme je peux produire à ce niveau-là. Donc cette zone, en quelque sorte, représente toutes les possibilités, toutes les combinaisons possibles qui permettent d'avoir une production donnée. Donc ça, c'est en ce qui concerne la fonction de production de type coupe de glace. On parle souvent de la production totale. En fait, la production totale, c'est la relation entre la quantité produite et le niveau de travail, ce qu'on est en train de faire. Donc, cette représentation, ou bien cette production totale, a la forme suivante que nous allons discuter évidemment par la suite, avec un point d'inflexion qui est à ce niveau-là, et un maximum au niveau du niveau, ou bien au niveau de la courbe de la tangente qui est horizontale. Donc, on arrivera, ou bien on essaiera évidemment de bien expliquer ces points-là donc dans un cadre plus développé, juste après la présentation de la productivité moyenne et de la productivité marginale. Donc, la productivité moyenne d'un facteur de production, en fait, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est ce que va produire en moyenne un ouvrier. C'est-à-dire, supposons que j'ai, par exemple, 10 ouvriers, et que ces 10 ouvriers produisent ensemble 1000 unités, si je vous demande de calculer la production d'un ouvrier moyen, vous pouvez facilement faire ça en divisant 1000 unités sur le nombre d'ouvriers. Donc 1000 sur 10, ça vous donne 100.
Donc 100 représente en fait la productivité moyenne ou bien la production par unité de facteur travail. Donc, cette production ou bien cette quantité représente en quelque sorte la production moyenne, donc, ou bien la productivité moyenne. Donc, la productivité moyenne d'un facteur est la production rapportée au nombre d'unités du facteur utilisé. Donc, mathématiquement parlant, on va trouver la formule de la productivité moyenne matérialisée toujours, on note ça par P grand M, donc il ne faut jamais oublier ça. Donc, P grand M grand L, qui est la fonction de production divisée par le facteur travail. Donc, on aura F de KL qui est divisé par L. Donc, ceci, on peut prendre un exemple. Supposons la fonction de production 20 à la puissance K à la puissance L, par exemple, L disons L2, divisé par L. Donc, si je raisonne à court terme, cette fonction, déjà, est-ce qu'elle est de court terme ou bien de long terme? Si je l'écris de cette façon-là. Allô? De long terme, De long terme. puisqu'on a le Pour K qu'elle soit, voilà, pour qu'elle soit de court terme, il faut que K soit égal à une égal à 1. constante, par exemple K0. Non, pas 1, n'importe quelle autre valeur. Donc, on aura K0, par exemple, égal à une constante. Supposons que K0 égale à 4. Donc, j'aurai 20 fois 4, ça fait 80, fois L à la puissance 2, le tout divisé par L. Donc, la productivité moyenne, ça me permet donc de dire, de faire la simplification. Donc, j'aurai 80 L. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est 80 L ou bien comment on peut interpréter 80 L? C'est qu'on va dire que un ouvrier produit une unité ou bien produit 80 unités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en moyenne, un ouvrier va produire 80 unités. Deux ouvriers vont produire 80 fois 2, ça fait 160. Trois ouvriers vont produire 80 fois 3, ça fait donc 200, 300, 380, 320 plutôt. Donc en fait, tout ça représente ce qu'on appelle la productivité moyenne. Ce qu'il faut noter, c'est que la productivité moyenne, c'est la quantité produite, c'est la quantité moyenne produite par un ouvrier type. On parle aussi de la productivité marginale, qui est l'accroissement de la production autorisée par l'utilisation d'une unité supplémentaire du facteur considéré, ou la diminution de la quantité de la production quand on utilise une quantité ou bien un facteur de production en moins. Donc, on représente ou bien on calcule la productivité moyenne de la façon suivante. En fait, c'est à la différence de la productivité moyenne, la productivité marginale est représentée ou bien est matérialisée par P, par grand P, petit m, grand L. Donc, la différence, c'est que la productivité moyenne, c'est avec grand M, la productivité marginale avec petit m. Pour calculer la productivité marginale, il faut faire la différence, bien le différentiel plutôt, entre la fonction de production et la variable de travail. Si on raisonne avec un terme très réduit, on parle de la dérivée de la fonction de production par rapport au facteur travail. Si je prends l'exemple initial, donc pour calculer la productivité marginale de notre fonction de production qui est la production 20, plutôt 80 L carré. Donc, on va dériver la fonction 80 L carré par rapport à L. Donc, si je dérive 80 L carré par rapport à L, ça me donne 2 multiplié par 80 multiplié par L. Donc, ça me donne 120, plutôt 160, plutôt. Donc, 160 fois L. Donc, 160 fois L représente ce qu'on appelle la productivité marginale du travail. C'est que une unité, donc si j'ajoute une unité du facteur travail, cette unité va permettre d'augmenter 160 productions supplémentaires. Donc, la différence entre les deux, c'est que la productivité moyenne, elle est représentée ou bien elle est schématisée par grand M. La productivité marginale, elle est matérialisée par petit m.
Donc, je prends un exemple ici au niveau de ce tableau-là. On a plusieurs valeurs de la fonction donc, de production qui dépendent évidemment des différents niveaux du facteur, travail. Donc, on a exactement au niveau de la première colonne, vous avez de 0 à pour une unité, plutôt pour 0 unité du facteur travail, on a 0 unité du facteur de production. Et pour une unité, par exemple, du facteur travail, on a 2 unités du facteur production. Donc, ceci me permet de calculer évidemment la productivité moyenne en faisant le rapport entre les deux. Donc, ici, évidemment, 0 sur 0, c'est une forme déterminée d'une façon mathématique, mais économiquement parlant, nous allons dire que 0 ouvrier produit 0 unité. Donc, du coup, c'est pour cette raison on va mettre la valeur de 0 à ce niveau-là. Donc, vous avez par la suite, lorsque vous allez utiliser un ouvrier, cet ouvrier va produire 2 unités, ce qui va donner une productivité moyenne qui est égale à 2 sur 1, ça fait 2. Si vous utilisez 2 ouvriers, vous allez trouver une production qui est égale à 6 et donc une productivité moyenne qui est égale à 6 sur 2, ça fait 3. Jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur 8, par exemple, avec 26 quantité produite. Cette quantité produite nous donne une productivité moyenne qui est égale à 26 sur 8, ça fait 3, 25, si mes calculs sont bons. Donc, on constate, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la productivité moyenne peut égale à 0. Elle croît jusqu'à un certain niveau qui est égal à 28, puis elle décroît. Donc, en fait, c'est tout à fait logique parce qu'on ne peut pas toujours produire ou bien augmenter la production moyenne. Pourquoi? Parce que le nombre de machines est fixe. Le nombre des unités de capital est fixe. Je prends un exemple. Supposons que vous avez dans une usine quelconque, vous avez une machine sur laquelle peut travailler un ouvrier. Donc, la production de cette machine avec l'ouvrier va produire une quantité donnée. Si vous ajoutez un ouvrier, peut-être que la production augmente. Si vous ajoutez le troisième, le quatrième et le cinquième, donc la production peut toujours augmenter. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on peut toujours augmenter le nombre d'ouvriers par rapport à une seule machine? La réponse est certainement non, parce que les ouvriers ne peuvent pas tous travailler sur la même machine et donc du coup leur productivité moyenne baisse et ce qui est en quelque sorte ce qui va entraîner un effet de baisse de la productivité. Maintenant, on va passer à la productivité marginale. Pour la productivité marginale, c'est un calcul qui va se faire par la différence, sauf que pour la première valeur, on ne peut pas calculer la productivité marginale étant donné qu'on n'a pas la valeur antérieure. Pour la deuxième valeur, donc si je veux calculer à ce niveau-là, donc la productivité moyenne du travail devient égale à, donc la différence, c'est 2 moins 0 divisé par 1 moins 0, ça me donne 2. De même pour la deuxième situation, c'est-à-dire pour le cas de l'augmentation de la deuxième unité. Donc, je vais avoir la productivité moyenne qui est égale à 6 plutôt, donc qui est égale à 6 moins 2, divisé par 2 moins 1, ça donne 4. Troisième situation, donc on aura 11 moins 6 sur 3 moins 2, donc 11 moins 6, ça fait 5 sur 1, ça fait 5. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la productivité moyenne augmente. Donc, c'est une productivité qui, donc, elle augmente de 2 jusqu'à atteindre 8, puis elle décroît jusqu'à la valeur 0, puis la valeur qui devient égale à moins 2. Donc, juste une minute, s'il vous plaît, et je reviens vers vous. Donc, essayez de penser à ça et je vais revenir vers vous. OK?
Vous me recevez, hein? Allô? Oui, monsieur. Bien, donc après ce calcul-là, on peut faire une analyse graphique. Donc on constate que déjà la productivité moyenne pour un point donné, en fait, c'est la pente de la courbe. Pourquoi? Parce que pour un point donné, donc déjà je vais aller vers la représentation, je vais basculer entre cette diapo et les commentaires. Donc le premier point, si on considère ce premier point-là, donc, donc pour ce premier point, donc il me dit que au point quelconque A, j'ai la productivité moyenne qui est égale Y sur A, sur LA, qui n'est autre que, pour un point donné, qui n'est autre que la tangente, en quelque sorte. Donc ceci, si on passe à ce niveau-là, pour un point quelconque ici, si je veux calculer la productivité moyenne, je vais considérer que la valeur YA divisée par la valeur du travail. Donc, à ce moment-là, je vais trouver la productivité moyenne à ce niveau-là. Donc, pour le deuxième point, la productivité marginale s'interprète comme étant la tangente comme étant la pente de la tangente en un point donné de la courbe. C'est-à-dire, si je reviens à ma représentation graphique, si je prends toujours ce point A, si je veux calculer la productivité moyenne, je prends la tangente, qui est représentée en noir ici, et je calcule sa pente. Donc la pente représente la productivité marginale du facteur travail. Par la suite, au niveau d'un point L quelconque, c'est le point d'inflexion dont on a parlé initialement, de la productivité de la production totale est atteint pour la valeur où L égale à L bar, qui donne la productivité marginale maximale. Donc, en fait, si je raisonne un petit peu par rapport à ce point d'inflexion qui est là, donc au niveau de ce point d'inflexion, qu'est-ce qu'on a? On a, par définition, un point d'inflexion, comment on le définit, s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un point d'inflexion? Hein? Un point d'inflexion, ça suppose quoi? Mathématiquement parlant. Il y a deux conditions pour un point d'inflexion. Supposons que j'ai la fonction, donc là j'ai la fonction y qui est égale à f de L. Si cette fonction y qui est égale à f de L admet un point d'inflexion pour un niveau quelconque, c'est que sa dérivée, la dérivée de y par rapport à L à un niveau donné est maximale. C'est-à-dire à ce niveau-là, elle est maximale. Et que la dérivée seconde par rapport à L est une fonction est inférieure à 0. Donc par rapport à L carré est inférieure à 0. Donc mathématiquement parlant, si je parle de la dérivée de Y par rapport à L, la dérivée de Y par rapport à L n'est autre que la productivité marginale du travail. Donc à ce niveau de point d'inflexion, la productivité marginale du travail est maximale. Donc la voici, elle est à ce niveau-là, elle est maximale cette productivité marginale. Mais avant, plutôt après, elle devient décroissante. Donc, et avant, elle était croissante. Donc, du coup, cette forme de la courbe qui est au niveau de cette partie-là, elle est croissante, elle atteint un maximum, puis elle décroît. Ce maximum correspond au point d'inflexion. Donc, je reviens aux autres commentaires. Donc, on va essayer de voir au niveau de ce point d'inflexion. La démonstration, c'est que ce que j'étais en train de parler au niveau de cette démonstration, y est égal à f de y, f de L plutôt, un point d'inflexion donné, sa dérivée seconde s'annule, donc f' égale la productivité marginale, et donc la dérivée seconde de L qui n'est autre que la dérivée de la productivité marginale de travail qui est maximale. Donc, il y a un autre commentaire par rapport à un autre point, donc au point maximum de la production. Donc, supposons que j'ai un point maximum de la production à ce niveau-là, donc de la production totale, la productivité marginale est nulle. La démonstration, c'est que si j'ai Y qui est égal à f de L, la quantité maximale est dérivée, c'est la dérivée première, et donc il va s'annuler. Donc, mathématiquement parlant, si je prends un exemple,
Donc, à ce niveau-là, c'est-à-dire lorsque j'ai la productivité maximale qui est là, donc la production maximale qui est à ce niveau-là, c'est-à-dire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée de y par rapport à L, elle est égale à 0. Donc, si la dérivée elle est égale à 0, la dérivée n'est autre que la productivité marginale, donc on va avoir une productivité qui s'annule à ce niveau-là. Donc, d'où l'allure de la productivité marginale, c'est une fonction qui croît, qui atteint un maximum, puis elle décroît. Donc, le passage entre, plutôt l'intersection entre productivité moyenne et productivité marginale va se faire à ce niveau-là, c'est-à-dire le maximum de la productivité moyenne. Bien, donc le deuxième, plutôt la suite de l'interprétation, c'est qu'au point A, la tangente la tangente est confondue avec OA, et au point où on a la productivité moyenne est égale à la productivité marginale. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Donc, au niveau de ce point, ou bien au niveau du point où j'ai la productivité maximale, excusez-moi, j'ai toujours des problèmes avec mon stylet. Donc, à ce niveau-là, donc au niveau A, on a la productivité, donc productivité moyenne du travail et productivité moyenne du travail et maximale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la productivité moyenne du travail maximale? N'oublions pas que la productivité moyenne du travail n'est autre que Y sur L. Dire qu'elle est maximale, c'est que la dérivée de la productivité moyenne du travail par rapport à L est égale à 0. Si je dérive cette fonction par rapport à L égale à 0, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que c'est égal à la dérivée de Y par rapport à L fois L, moins la dérivée de L par rapport à L fois Y, le tout divisé par L plutôt, excusez-moi, divisé par N, est égal à 0. Si A sur B égale à 0, c'est que certainement A égale à 0. Donc notre A, c'est la dérivée de Y par rapport à L, multiplié par L, moins la dérivée de L par rapport à L, ça nous donne 1, qui est égal à, donc ça nous donne 1 fois Y, ça donne Y, et donc le tout égal à 0. Donc on peut déduire que la dérivée de Y par rapport à L est égale à Y sur L. La dérivée de Y par rapport à L n'est autre que la productivité marginale du travail, et la Y divisé par L est égal à la productivité moyenne du travail. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que au point où la productivité moyenne est maximale, qu'est-ce qu'on a? On a productivité moyenne du travail égale productivité marginale du travail. Donc ça, c'est la démonstration qu'on a effectuée. Donc si vous avez un point bien, au niveau où la production moyenne est la plus élevée, on a toujours la productivité marginale qui est égale à la productivité moyenne. Donc ça, c'est l'interprétation de cette zone-là. Donc, en fait, la suite, si on a un point maximum, c'est que il y a partage de zones. Bien, si on revient exactement à cette partie-là, donc je vais représenter mieux avec donc la graphique, je vais la représenter autrement. Donc, voici la représentation graphique de la fonction de production. Donc, elle est représentée de cette forme-là. Donc, j'ai ici notre point d'inflexion. Et là, j'ai le point maximum. Donc, et là, je vais représenter la fonction de productivité marginale, productivité moyenne. Donc, commençons par la productivité marginale du travail. La productivité marginale du travail à ce niveau-là, elle atteint un maximum. Donc, à ce niveau-là, donc c'est-à-dire au niveau où j'ai, malheureusement, j'ai un problème toujours avec le stylet. Donc, à ce niveau-là, j'ai la productivité marginale qui est à un maximum, qui est un maximum, le voici, et elle j'ai la productivité
Donc, où la production totale est au niveau le plus élevé. Donc, la productivité donc, marginale a cette forme-là, elle s'annule à ce niveau-là. Et elle intersecte la productivité moyenne à un niveau bien défini qui est le niveau où j'ai la production totale est la plus élevée. Donc, et là, j'aurai la deuxième courbe. Donc, vous voyez que cette représentation graphique, en fait, qui est assez développée, nous permet de partager l'écran en deux parties. Donc, voici en trois parties plutôt. Donc, la première partie, c'est la partie qui est la suivante, c'est-à-dire où la productivité marginale qui est représentée en rouge. Donc, la productivité marginale est supérieure à la productivité moyenne. Et dans la partie qui est, cette partie, cette petite partie-là, donc je vais la représenter ici, j'ai la productivité moyenne du travail qui est supérieure à la productivité marginale, qui sont tous les deux supérieurs à zéro. Et une troisième zone où on a la productivité moyenne du travail qui est supérieure à zéro et la productivité marginale du travail est inférieure à zéro. En fait, ces trois phases sont des phases qui sont très importantes au niveau de la vie d'entreprise. C'est qu'au niveau de la première phase, c'est une phase où le dernier ouvrier qui produit la productivité marginale apporte plus que l'ouvrier ou bien plus que la moyenne. C'est-à-dire, si vous avez par exemple 100 ouvriers qui produisent 4 unités, un centième, l'ouvrier numéro 101 va produire plus que les 100 autres entreprises, plutôt plus que les 100 autres ouvriers. Et donc, du coup, on aura une augmentation de la production. C'est pour cette raison, notre fonction de production à ce niveau-là est une fonction croissante. Donc, البارتي هذه en quelque sorte هذه نحكيو عليها هذه البارتي هذه كلها. Considérée par quoi? Par une fonction de production qui croît. Donc, au niveau de la phase, si on parle un petit peu de la phase 1, c'est la phase d'initiation ou de lancement de la production. Le producteur a intérêt, en quelque sorte, à engager une unité supplémentaire du facteur variable. Le travail d'un employé supplémentaire permet d'augmenter la production et, de tous les autres ouvriers. Par ailleurs, l'accroissement de la production totale est dans une phase expansionnelle ou bien une phase où la croissance est importante. Donc la phase 2, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par une productivité moyenne qui est supérieure à la productivité marginale, qui sont tous les deux supérieurs à zéro. يعني الكلام هذا يعني que les 100 ouvriers qui produisent, qui travaillent l'entreprise, produisent chacun de 4 unités. L'ouvrier اللي باش نزيدو اللي هو 101, il va produire 3 unités. Il produit quand même positivement, mais il produit moins que les autres. Donc l'entreprise a intérêt, est-ce qu'elle a intérêt de l'embaucher? Oui, mais dans une situation vraiment très critique. Parce que c'est une phase de croissance, mais c'est une phase de croissance qui est de la production qui est moins importante. Donc, je pour l'interprétation. Donc, pour la phase 2, la productivité marginale est inférieure à la productivité moyenne tout en restant positif. La productivité moyenne est décroissante, c'est la phase économique ou d'efficience appelée. Le producteur a intérêt à engager une unité supplémentaire du facteur variable car elle augmente la production totale. بالنسبة للproducteur, tant que la production totale augmente, il va embaucher. Sauf que la dernière phase, la phase où la productivité marginale négative, c'est une phase de gaspillage ou d'inefficacité. Dans ce cas, l'augmentation du facteur variable engendre une baisse de la production totale. Cette zone est dite non économique ou cette zone où le producteur devrait arrêter carrément la production. Donc, il chauffe une zone, il y a la partie heavy. Quelque sorte, c'est la partie-là, caractérisée par quoi? Caractérisée par une productivité marginale inférieure à zéro. Donc, une productivité marginale inférieure à zéro, c'est que l'ouvrier ne va plus produire, mais plutôt il va détruire la production. Donc, du coup, c'est une zone non économique. Donc, la zone économique est où l'idéal pour une entreprise, c'est de se retrouver au niveau de la phase 2, c'est la phase d'efficience économique. On est d'accord?
Donc, elle est par rapport aux interprétations des différentes phases de production d'une entreprise. Donc, les implications, هما اللي قلتهم تويكا اللي هو à court terme. Donc, la phase 3 هذيك à écarter. ونقعدوا كان في phase 2. Donc, l'équilibre va se situer au niveau de la phase 2. C'est la phase de production adéquate pour une entreprise. Donc, maintenant, nous allons parler du coût de production en courte période. Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire coût de production? Les coûts de production, c'est que va coûter la production réelle. N'oublions pas qu'on a deux facteurs de production, le travail et le capital. Donc, si on a ces deux facteurs de production, le coût du travail, c'est le salaire, et le coût du capital, c'est le travail. Plutôt, le coût du capital, c'est le taux d'intérêt. Étant donné qu'on a une composante fixe et une composante variable, c'est-à-dire que le capital, il est fixe, et le travail, il est variable. Donc, si le capital est fixe et le travail est variable, donc nous allons avoir, pour ce qui est capital fixe, nous allons avoir ce qu'on appelle un coût fixe. On va le noter par CF. Et pour ce qui est variable, nous allons trouver un coût variable qui est appelé CV. Donc, le coût fixe, en fait, c'est quoi? C'est le nombre d'unités de capital multiplié par le coût d'une unité de capital, à savoir le taux d'intérêt que nous allons noter par R. Et le travail, le coût variable, est le taux de salaire W multiplié par le nombre d'unités de travail, ça va nous donner le coût variable. هذوما évidemment matérialisés en termes de coût des facteurs de production, mais on peut les écrire aussi en fonction de la fonction de production ou bien en fonction de la quantité produite. Donc, je vous les coûts fixes notés CF interviennent quel que soit le niveau de production, ils sont dits constants. Les coûts variables varient selon le niveau de production. Donc, on va noter que le coût variable est égal CV comme étant indiqué initialement. Qui est égal au coût total. Ce coût total, on représente par C ou LCT. Donc, c'est Y qui est égal au coût total fois Y moins le coût fixe. Donc, le coût total est la somme des coûts fixes plus les coûts variables. On aura coût total égale coût fixe plus coût variable. Si une entreprise va produire, elle va subir un coût fixe plus un coût variable. Qui n'est par exemple une fonction de coût quelconque, par exemple le coût total de Y, qui est égal à 200 plus 50Y. Donc, la partie qui est fixe, ceci représente ce qu'on appelle le coût fixe. Ou représente ce qu'on appelle le coût variable. Le coût variable, il est croissant avec la production. Plus Y augmente, plus le coût variable augmente. قد ما تزيد Y, قد ما يزيد le coût de production variable. Par contre, le coût fixe, il est fixe. Donc, il ne varie pas à court terme, parce qu'on raisonne à court terme. Donc, le coût total, en fait, dépend de quoi? Dépend de l'allure du coût variable. Si Y augmente, le coût variable augmente, et donc le coût total augmente aussi. Bien. Donc, graphiquement, nous allons retrouver la représentation graphique. Donc, c'est le niveau de production. On a le coût fixe qui est constant. Donc, c'est une représentation, c'est une courbe horizontale qui décrit un niveau fixe du coût, quel que soit le niveau de production. Le coût variable, en fait, c'est un coût qui augmente avec le niveau de production. Le coût total qui est égal au coût fixe plus coût variable. Donc, à chaque niveau, on a par exemple à ce niveau-là, qui est un coût fixe, un coût variable qui est égal à 0. Donc, le coût total est égal juste au coût fixe. Si je prends un autre niveau, par exemple celui-là, si je projette, donc je vais trouver, donc ça c'est le coût variable, et ça c'est le coût fixe. Donc le coût total serait égal au coût fixe, plus le coût variable. Donc ce coût-là, je vais le retrouver de l'autre côté. La courbe de coût total prend la même allure de la courbe de coût variable, sauf que l'écart est représenté par quoi? Est représenté par le coût fixe. معناتها في كل بلاصة هذه باش نلقى هي بيدا égalité مع هذه هي بيدا égalité مع هذه sont toujours égales au coût fixe. Bien. Donc, on parle souvent du coût moyen. Donc, le coût moyen, qu'est-ce que c'est? C'est le coût
que mesure le coût par unité produite, ou bien le coût d'une unité, sachant que vous allez produire un certain nombre d'unités. Donc, le coût moyen, on va le représenter par C grand M, c'est le coût total divisé par Y, qui est égal au coût fixe divisé par Y, qui est égal au coût variable sur par Y. En d'autres termes, qui ناخذ le coût moyen باش نلقى le coût fixe moyen اللي هو هذا وباش نلقى le coût variable moyen اللي هو هذا. Donc, en quelque sorte, le coût moyen, c'est une composante fixe, une composante variable. Je prends un exemple. Supposons qu'on a un coût total, donc supposons la structure de coût total, donc 200 plus 20Y. Donc, le coût moyen de Y, il est égal à quoi? Est égal coût total sur Y, qui n'est autre que 200 plus 20Y, le tout sur Y. Et donc, du coup, je vais trouver 200 sur Y plus 20. Donc, 200 sur Y représente le coût fixe moyen et 20 sur Y, voilà, plutôt 20 représente le coût variable moyen. Donc, bien. Donc, en fait, le coût variable ou bien le coût moyen variable, nous allons noter par coût variable moyen, et le coût fixe, donc, il y a la notation de coût fixe moyen. Donc, il y a simplement les formules. On parle aussi du coût marginal. Donc, le coût marginal, qu'est-ce que c'est? C'est le coût de l'accroissement, le coût de l'accroissement d'une unité. Si je vais ajouter une unité supplémentaire, je vais subir un coût. On va le noter par C petit m Y, c'est le coût marginal de production. Donc, on va prendre un exemple. Donc, ça, c'est la dérivée. On va prendre un exemple. Supposons que j'ai la fonction, toujours la même fonction, la fonction, par exemple, coût total de Y qui est égal à 200 plus 20Y. Si je vais calculer le coût marginal, je vais prendre la dérivée du coût total de Y, donc le coût marginal de Y est égal à la dérivée du coût total par rapport à Y. Donc, je vais dériver cette fonction par rapport à Y. Si je dérive 200 par rapport à Y, ça donne 0. Plus 20Y par rapport à Y, ça me donne 20. Et donc, le coût marginal de Y, dans ce cas, est égal à une constante. Donc, chaque unité supplémentaire va me permettre d'augmenter ou bien va me faire subir un coût additionnel qui est égal à 20 unités. Donc, la fonction de coût marginal, c'est une fonction qui va admettre un minimum, donc ce n'est pas la peine d'en prendre en considération. Seulement, on va parler ici de ce qu'on appelle le seuil de fermeture et le seuil de rentabilité. Donc, graphiquement, nous allons admettre que la fonction de coût marginal a une forme à cette forme-là. C'est une forme de courbe qui décroît, qui atteint un minimum, puis elle croît. Vous avez la forme de coût variable moyen qui est cette courbe, et vous avez la courbe du coût moyen. Le seuil, on parle du seuil de rentabilité. Donc, par définition, le seuil de rentabilité, c'est le minimum. Donc, le seuil de rentabilité, c'est le minimum du coût moyen. Le seuil de fermeture, c'est à ce niveau-là, c'est le minimum du coût variable moyen. Donc, le seuil de rentabilité, c'est le seuil à partir duquel l'entreprise commence à générer des profits positifs. Les profits, on note par pi. Plus on augmente à ce niveau-là, le niveau le niveau de Y, donc le niveau Y de rentabilité. Donc, donc toute cette zone-là, l'entreprise n'est pas rentable. Elle produit avec une perte, elle ne gagne pas. Par contre, le seuil de fermeture, on va le noter par YF, c'est le niveau de coût variable moyen où l'entreprise ne couvre même pas ses coûts fixes. La partie l'entreprise perd sur les coûts fixes et les coûts variables. Donc, la partie entre les deux, donc la partie entre YR et Y, donc YR et YF, c'est une partie où l'entreprise couvre la totalité de ses coûts fixes et une partie de ses coûts variables.
en totalité, elle les couvre, une partie des coûts variables. Donc, l'entreprise, si l'entreprise se trouve dans cette zone-là, si elle produit inférieur, la production, si la production, déjà, on a un tableau qui synthétise, donc, هذا التابلو نحكيو عليه. À court terme, donc, si l'entreprise produit أقل من ولا هوني carrément, donc, donc, supposons si l'entreprise, si par exemple Y est inférieur à YF, à Y de fermeture. Dans ce cas, l'entreprise ferme ses portes. Donc, l'entreprise ferme. Donc, on ne va pas trouver une entreprise. L'entreprise n'exerce plus une activité. Par contre, si Y est supérieur à YF et inférieur à YR, donc l'entreprise continue à travailler, donc travaille, sauf que à perte. Donc, l'entreprise. Donc, elle exerce une activité à perte, seulement elle exerce une activité pour couvrir ses charges fixes. Au niveau de Y est égal à YR. Donc, l'entreprise produit avec un profit qui est égal à 0. Si l'entreprise produit avec Y supérieur à YR, à ce moment-là, l'entreprise va générer des profits qui sont supérieurs à 0. Donc, il y a en quelque sorte l'entreprise. Maintenant, si l'entreprise va offrir, donc si elle commence à produire, l'offre de l'entreprise devrait être égale de la façon suivante, c'est Y, c'est un prix qui est égal au coût marginal de Y, ça c'est la fonction, avec ou elle est égale à 0, évidemment, si elle ne produit pas. Dans quelles conditions P égale au coût marginal? Si seulement si le prix est supérieur au minimum de coût marginal, donc supérieur au minimum de coût variable plutôt moyen. Donc, il y a en quelque sorte la situation de l'offre, je vais l'écrire ici, donc YO, اللي هي définie tel que prix égale coût marginal de Y. Si le prix est supérieur ou égal au minimum du coût variable moyen, égal à 0, sinon. Donc, graphiquement, c'est la partie, اللي باش تكون من seuil de fermeture, jusqu'à on arrive à un partie là. Donc, c'est l'offre de l'entreprise avec une partie, باش تكون هنا, cette partie-là. Donc, il y a en quelque sorte une synthèse de la partie qui concerne la partie qui concerne le producteur à court terme. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Allô? 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 Vous me recevez ou Hein? Oui? Allô? Oui, monsieur. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Allô? Non, monsieur. Monsieur, en fait, il y a des hachures au sein. Les? Des hachures. Problème de connexion, je pense. صوت مقطع. La connexion, ça me dépasse. Donc, c'est un problème qui me dépasse. Oui. Ben, donc, je renouvelle l'idée que je comme c'est que là, ceux qui n'ont pas passé le DS vont avoir une autre opportunité pour repasser le DS mercredi à partir de 20h jusqu'à 23h30. OK? اوكي Est-ce que c'est clair? ينجم حتى لي النوت نتاعو هكا يحب يحسنها ينجم يعديه. La mademoiselle, ça m'a une seule possibilité de repasser le DS. بالنسبة للناس اللي عندهم qui n'ont pas eu de l'opportunité de passer le DS pour une raison ou une autre, donc comment seulement vont être autorisés à repasser le DS. D'accord, je comprends, monsieur, merci. تفضل. Donc je vous souhaite une très agréable fin de journée et je reste à vos dispositions si vous avez d'autres questions. Merci. سامحني مسيو أنا خلطت خاطر مأخر من بعد الإلاستيسيتي ماهيش داخلة في الكور ولا نقراوها وحدنا؟
عملتها المرة اللي فاتت للسيتيات. سامحني. عملتها المرة اللي فاتت للسيتي. هذيك هي هذا نفسها حاجة. اللي قريناها مع الكور اللي فات. أي سي سا. داكوغ تري بيان. وفي لي سيونس هذوما ماناش مطالبين باش نعملوا الكل روا. الكل هو المحطوط على البلاتفورم، مي لي سيونس بريزونسيال هذوما ولي سيونس ا ديستونس معناتها اون مود سانكرون prennent seulement quelques parties du cours. Je ne suis pas obligé de reproduire le cours الكل في ساعة. Ok. Bien, donc je vous remercie et je laisse à vos dispositions si vous Monsieur avez des سامحني questions. وقتنا laissez نلقاو jamais- لونجسترومون نتاع الكور هذا؟ Juste le temps اللي نجم نعمل مونتاج ونحطه على السيرفر. ميرسي. اوكي. باهي اوكي مسيو. تفضل. Merci.